Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, qui est votre télévision préférée, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Depuis un certain temps, depuis quelques semaines, c'est des soulèvements sociaux en Côte d'Ivoire, tous azimuts. Les militaires se sont soulevés, les gendarmes se sont soulevés, les policiers sont rentrés dans la danse, les douaniers également, les sapeurs-pompiers, les étudiants, les fonctionnaires. Avec mon invité de ce soir, qui est sociologue de formation, chercheur en sociologie, il va nous expliquer quel est l'impact de tous ces soulèvements, quel est l'impact de la mutinerie en Côte d'Ivoire sur la population ivoirienne, bien sûr. J'ai au téléphone le docteur Alfred Babo. Sachez tout simplement que le docteur Alfred Babo, il est sociologue. Il a obtenu son doctorat en sociologie du développement à l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire, où il enseigne. Il est professeur invité à Smith College à l'université of Massachusetts Amber des États-Unis. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont Les jeunes et la terre et les changements sociaux en pays baoulé. Le docteur Babo a aussi écrit L'étranger en Côte d'Ivoire. Alors, docteur Babo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, avec ta permission, je voudrais saluer tous nos amis dans le monde entier qui nous suivent tous les jours, grâce à qui Ivoire TV connaît aujourd'hui une certaine stabilité. C'est 70 000 personnes qui nous suivent sur YouTube, c'est 90 000 personnes qui nous suivent pratiquement tous les 2 ou 3 jours dans le monde entier, qui suivent nos émissions. Je voudrais saluer nos jeunes frères, nos amis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient en première position de tous ceux qui nous suivent. La France, les États-Unis. Je voudrais saluer nos amis de l'Australie, du Japon, de l'Afrique du Sud, en fait, de tout le monde entier. Je voudrais aussi saluer un ami personnel, Jean-Christ Amblard, qui vit en Suisse, grâce à qui aujourd'hui je vous parle. C'est lui qui m'a donné cette notion de communication quand il était encore sur une des radios de Côte d'Ivoire. J'étais son correspondant des États-Unis. Jean-Christ, merci, je voudrais te saluer. Alors, docteur Babo, merci de m'avoir permis de dire bonjour à tous nos amis à travers le monde entier. Docteur, il y a eu des mutineries en Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui un suspense qui plane sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes sociologue. Je vais vous donner la parole en tant que sociologue, chercheur en sociologie. Quelle analyse faites-vous d'aujourd'hui de la situation en Côte d'Ivoire? Alors, je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser moi aussi au millier d'auditeurs et de téléspectateurs. Je voudrais profiter aussi pour moi aussi dire bonjour à Jean-Christ Amblard, qui est donc quelqu'un que je connais aussi. Et dire que c'est avec joie que je contribue moi aussi à la lecture de la situation qui se déroule en Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'on peut faire quelques observations assez rapides ou bien générales. C'est que ces soulèvements ou ces remous sociaux nous ramènent à la réalité de la situation que vit la Côte d'Ivoire. Parce que faut dire que pour ces 5 dernières années ou 6 dernières années, une image a été présentée à la communauté internationale, semblant dire que tout semble bien maintenant en Côte d'Ivoire, tout se déroule correctement. Et je pense que ces mouvements sociaux, depuis les récents liés à l'augmentation de la vie et à l'augmentation des factures d'électricité, plus telles que nous connaissons aujourd'hui, se sont accommodés aussi d'une certaine violence, finissent par démontrer que au-dessus de cette image de rêve qu'on nous présente pour dire que semble-t-il remis en place, la réalité c'est qu'il y a une profonde crise que vivent les Ivoiriens. Les Ivoiriens vivent une crise sociale qui se décline en une vie très chère, qui n'arrive plus à vraiment se nourrir, qui n'arrivent pas à assurer leur sécurité, qui vivent plus ou moins dans la peur, qui vivent évidemment dans l'insécurité, même si l'indice de sécurité s'est notamment amélioré. Mais je veux dire qu'il y a
ce que les gouvernants présentent comme des chiffres, comme des statistiques, que ce soit au niveau de la croissance, que ce soit au niveau des indices de croissance ou de sécurité ou de paix, il y a ces éléments qui sont d'ordre théorique et il y a des éléments qui sont d'ordre pratique que les Ivoiriens vivent au quotidien. Donc ces crises finissent par nous dévoiler la réalité de la situation. Ça, c'est la première observation que je fais. Et la deuxième observation, c'est de dire que cette crise ne touche pas que un pan seulement du corps social. Alors, la crise touche tout le monde. La crise touche tous les militants, que les gens soient pro-ceci ou pro-cela. Et beaucoup se sont rendus d'ailleurs compte que l'augmentation de la facture d'électricité ne trie pas entre pro-ceci et pro-cela. Et même les militaires aujourd'hui qui se sont mêlés à la protestation, qui se sont mêlés à des revendications de type corporatiste, montrent aussi que pendant longtemps, ils sont eux aussi dans le besoin. Ils attendent aussi les fruits, de goûter aux fruits de cette croissance à deux chiffres. Alors donc vous avez un gouvernement qui dit aux populations tout va bien, ok, et que nous avons une croissance dont nous pouvons être fiers, et dans le même temps dit aux populations vous pouvez attendre quelques temps encore, le temps de pouvoir faire véritablement ressentir cela dans vos poches, dans votre banque ou dans vos assiettes. Donc c'est un peu ce discours, enfin cette réalité qui contraste avec le discours qui finit par faire soulever les populations. Donc pour se remettre dans une logique de protestation, pour exprimer leurs attentes. L'autre élément, je pense que c'est le dernier que je peux relever tout de suite avant qu'on rentre plus dans les détails, c'est que cette situation crée une sorte de malaise social. Et ça crée une sorte de malaise social. Pendant ces dernières mutineries, les populations sont restées cloîtrées dans leurs maisons, dans la peur, ne sachant pas véritablement ce qu'il adviendra, de quoi est-ce que tout cela retourne entre les butins et le gouvernement, les négociations ont pris des jours, et tout le monde est resté en situation, comme on dit, en mode attente, et ne sachant pas réellement de quoi sera fait demain. Donc je pense que tout ça plonge un peu les gens dans une certaine incertitude que le gouvernement devra véritablement gérer. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans... Alors, docteur, à quand durerait cette incertitude? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au simple coup de pétard, c'est la débandade totale au niveau de la population. C'est cette petite cause-là qui a été créée au niveau de la situation. À quand durerait véritablement cette incertitude pour qu'il y ait une certaine tranquillité, une certaine paix d'esprit au niveau de la population qui pourrait vaquer paisiblement, calmement à ses préoccupations? Alors, ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas qu'on puisse véritablement donner un temps. Vous comprenez? Parce que je vais remonter un peu plus loin pour dire que nous sommes dans une phase où le gouvernement se met dans un processus qui est dangereux, à la fois dangereux, mais qui va dater. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement serait en train de donner droit à des revendications qui sont faites sous la menace d'une institution qui est supposée être cette institution qui protège les institutions de la République, donc l'armée. Donc, on peut penser de façon naïve que donner l'argent que les militaires revendiquent va certainement nous apporter de la paix. Mais moi je dis, ce serait véritablement l'inauguration d'une période d'incertitude parce que c'est comme les coups d'État. Lorsque ces militaires se rendent compte que pour faire un coup d'État, c'est tout à fait possible, alors après, les tentatives se multiplient. Donc aujourd'hui, ces jeunes militaires qu'on a récupérés dans le feu de la crise ou bien dans le feu de la rébellion depuis 2002, à qui on a fait des promesses et qui ont compris qu'en manipulant leurs armes, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent, vont finir
à être consolidés dans leur idée que l'utilisation de leurs armes, l'arme ne sera pas seulement pour protéger la population, pour protéger les citoyens, mais cette arme peut devenir en fait une arme de revendication pour eux, non seulement pour aujourd'hui, mais pour plus tard. Donc aujourd'hui, ils auront leurs 12 millions, comme on le dit. Mais après, on aura fini par consolider, fini par, si vous voulez, leur donner l'assurance que définitivement, cette arme peut vous permettre d'obtenir tout ce que vous souhaitez. Donc chaque partie, chaque entité, chaque corpus à l'intérieur de ce grand corps que constitue l'armée pourra à tout moment, et c'est pour ça que je dis, il est difficile de dire que lorsqu'on leur donnera, par exemple, on satisfera leurs revendications actuelles, alors on aura la paix totale. Non. On serait en train de leur dire que, voilà, maintenant, vous pouvez véritablement obtenir ce que vous pouvez à partir de l'utilisation de vos armes. Donc on rentre en fait dans un cycle d'incertitude qui, pour moi, montre la défiance ou la face déchue de l'armée ivoirienne actuelle. L'armée ivoirienne actuelle est tenue par le fait que des valeurs qui avaient forgé l'armée que les gens ont connue avant, donc qui reposait sur le mérite, sur le travail, sur l'excellence à l'école, dont vous aviez des généraux, des grands, des hauts gradés qui ont fait des grandes écoles en Europe, qui ont fait des grandes écoles en Russie, qui ont fait des grandes écoles en Israël, qui ont fait des grandes écoles même en Côte d'Ivoire, qui ont fait l'EMSOA, et donc qui ont fait leur métier. Ok? Donc, aujourd'hui, nous avons renversé, sinon inversé les valeurs de sorte que c'est tout un travail de fond qu'il faut faire pour espérer aboutir à un nivellement des valeurs. Alors, pour qu'on puisse effectivement obtenir une paix totale. Alors, docteur, comment aujourd'hui, selon vous, votre analyse, on va revenir encore tout à l'heure sur l'impact de tous ces mouvements sur la société, mais comment, selon vous, aujourd'hui, on pourrait fermer cette boîte à Pandore qui a été ouverte? Alors, pour moi, je pense que le gouvernement avait commencé certainement. Moi, cela n'engage que moi, mais je constate que le gouvernement a décidé, par exemple, de nommer les hauts responsables de la rébellion, de l'ex-rébellion, à des postes de responsabilité, notamment à la fin de la guerre. J'ai envie de dire que c'était une stratégie qui, pour moi, devait constituer une stratégie de transition. Vous comprenez? Une stratégie de transition pour que ces chefs-là puissent effectivement avoir un certain contrôle sur les éléments et puis assurer petit à petit leur intégration pour ceux qui devaient intégrer. Et puis, petit à petit, moi, l'idée de la réforme que j'avais, c'était que ces têtes et les différents éléments devaient pouvoir être ressortis tranquillement de l'armée et être recyclés dans d'autres processus, dans d'autres secteurs d'activité. Je prends l'exemple aujourd'hui des chefs de l'ancienne armée, par exemple, enfin des FDS qui ont été nommés ambassadeurs, par exemple. Donc un tel recyclage aurait pu véritablement permettre de sortir et d'éloigner des éléments qui pouvaient constituer des facteurs de frustration. Alors aujourd'hui, pourquoi les jeunes demandent de l'argent? Parce qu'ils voient ces chefs-là trôner, parce qu'ils voient ces chefs-là se retrouver à la tête et ne pas prendre en compte leurs problèmes à la base. Donc la déconnexion entre la base et la hiérarchie entraîne que le jeune soldat se rébelle et dans une forme de survie, il se met dans un cadre d'indiscipline qui fait que cette forme d'expression va devenir la norme pour eux. Vous comprenez? Aussi, on avait ressorti ces chefs et qu'on les avait recyclés dans d'autres choses, ces personnes-là n'auraient pas eu les éléments sur lesquels ils auraient pu jeter leur regard pour pouvoir faire ces formes de revendication. Donc leur forme de revendication aurait pris d'autres voies, d'autres canaux. Ok? Donc pour moi, il faut revenir
Malheureusement, c'est parce que je viens de voir que récemment le président vient de les confirmer encore à des hauts postes de responsabilité. Donc, tant que la réforme de l'armée ne fera pas une sorte de scission, c'est-à-dire il faut prendre des décisions courageuses pour pouvoir séparer ce qui fait aujourd'hui le mal de l'armée ivoirienne, c'est qu'on n'a pas une armée unie et nationale. Voilà. Donc on a encore une armée dont la colonne vertébrale est l'ex-rébellion. Voilà. Donc tant qu'on aura cette colonne vertébrale toujours au sein de l'armée, je pense que ça sera difficile. Même au sein de cette colonne, il y a de la crise, mais entre cette colonne et ce qu'on appelle les ex-FDS, il y a toujours cette tension qui fait qu'il est difficile de penser à... Donc la réforme, ce n'est pas de prendre des éléments et de les répartir sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas de les prendre pour les envoyer dans des écoles de formation et penser qu'à partir de là, tout est fini. Non, je pense qu'il y a toute une refonte de l'armée qu'il faut faire. Et pour faire cette refonte, il faut des décisions courageuses qui consistent pour moi, en tout cas pour moi, à un certain moment, à faire une césure. Donc couper pratiquement ceux-là qui ont porté le président actuel au pouvoir. Et puis, tant qu'il n'y aura pas cette logique de c'est nous qui l'avons mis au pouvoir, je pense que le gouvernement pourrait être tranquille pour pouvoir gérer les problèmes des militaires qui sont réels, qui sont évidents, qui sont légitimes. C'est-à-dire leurs conditions de travail, leurs conditions de vie sont certainement des sujets réels. Mais s'ils n'avaient pas leur chef avec lesquels ils ont commencé depuis la rébellion à la tête des armées, c'est sûr qu'il serait difficile pour eux de venir dire on veut nos primes. Voilà. Alors, docteur, est-ce que vous ne pensez pas un peu, pour citer ici un exemple, l'ancien président de la Guinée, Dadis Camara, est-ce que vous ne pensez pas que le président voit un peu ces anciens militaires aujourd'hui dont vous parlez tout à l'heure comme des hommes sûrs pour assurer non seulement sa sécurité, mais pour assurer une certaine tranquillité en Côte d'Ivoire? Oui, mais aujourd'hui c'est trop Dadis Camara. Voilà. Donc là, je veux dire, l'exemple en lui-même porte les éléments de son insuffisance. Parce que ce que vous posez, que vous mettez comme étant, je veux dire, il appartenait au président. C'est pour ça que j'ai dit, dans une forme transitoire, moi je comprends que, par exemple, à son premier mandat, ou bien les 3 premières années de son arrivée au pouvoir, c'est normal. Ce sont ces groupes-là qui l'ont porté au pouvoir et il était, j'ai envie de dire, pour lui, impérieux de s'appuyer sur eux pour pouvoir assurer, je veux dire, sa sécurité. Mais lorsqu'il s'agit plus tard de former une armée qui constitue une institution nationale, donc c'est une refonte qu'il faut faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ressortez tous ceux que vous pensez qui peuvent dire que vous leur devez quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer, c'est pas de ça que je parle, mais je veux dire, ils vous ont certainement servi, ils vous ont certainement apporté des motifs de satisfaction et ils vous ont permis de pouvoir consolider votre pouvoir pendant les 3 premières années ou bien les 5 premières années, donc pendant votre premier mandat. Alors lorsque vous finissez ce mandat, pour moi, il faut certainement avancer maintenant vers une sorte de reconstruction de l'armée. Et cette reconstruction de l'armée peut passer par un recyclage de ces chefs-là. Par exemple, il y a certains qui l'ont nommé préfet, par exemple. Voilà, je veux dire, il faut les enlever dans les têtes, dans les secteurs de commandement. Voilà. Alors, docteur, on va revenir un peu sur l'aspect de toutes ces situations, sur la société aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous parliez tout à l'heure d'une accalmie qui est très précaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que on ne sait pas qu'est-ce que demain sera, mais quelle doit être en principe l'implication exacte de la société dans tous ces remous sociaux, parce que c'est la société toujours qui en perd. Quelle devait être la participation du commun du mortel de la société aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour aussi amener à une situation paisible? Oui, mais moi je bien peur que la société, si on peut dire la société civile, ne se retrouve à la marge, parce qu'en réalité, lorsque des gens sont en train de tirer, moi je ne sais pas ce que
des chefs, des leaders de société civile peuvent vraiment apporter dans ce type de négociation. Peuvent-ils pas prôner un sens de dialogue? C'est vrai, après les tirs, on peut toujours dialoguer. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une société civile en Côte d'Ivoire depuis 2 ou 3 semaines où il y a eu commencé à avoir des remous en Côte d'Ivoire? Existe une société civile en Côte d'Ivoire qui a véritablement aujourd'hui, qui s'est engagée pour amener la paix en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que pour l'instant, quand on regarde le dénouement de la façon dont les choses se sont déroulées, on n'a pas vraiment vu une société civile active. On a vu quand même je crois, un chef religieux, je ne sais plus si c'était l'évêque Awana qui avait été intervenu dans les premières heures à Poitiers. Donc, quelque part, il y a des responsables de la société civile qui, de façon individuelle, se sont certainement engagés ou impliqués dans ces négociations. Mais ce que je veux dire, c'est que une partie aujourd'hui de tout ce qu'on peut appeler société civile se sentent tous affectés par la situation. Okay? Donc, eux tous sont affectés par la situation et ils sont restés pratiquement observateurs, presque tous, parce qu'ils se disent, ça c'est une affaire entre le chef de l'État et ses éléments. Voilà. Donc, beaucoup sont restés, en fait, non seulement observateurs, mais je suis presque sûr qu'ils sont restés ils sont restés observateurs parce qu'ils n'avaient pas trop de marge de manœuvre pour pouvoir entamer ou bien même s'insérer dans ces négociations. Alors, donc, la chose est restée aux mains du gouvernement qui a tenté et qui a fait les négociations qu'il pouvait et qui a obtenu cette accalmie. Donc, on est tous dans l'ordre. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que pendant cette période d'accalmie, c'est vrai que la société civile ivoirienne aurait pu effectivement se mobiliser et puis rencontrer. C'est pas seulement quand c'est chaud qu'il faut aller à l'abordage, mais je pense que une fois que les chefs de file ont été identifiés, pendant les périodes d'accalmie, non seulement le gouvernement négocie, mais la société civile aussi peut effectivement faire une campagne de négociation avec les gens pour prévenir de ce qu'ils pourraient advenir. Surtout qu'ils sentent que les gens sont toujours dans l'attente de leur dit. Donc on risque de se retrouver encore dans une situation d'incertitude dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc il ne faut pas attendre que ça arrive avant de se lancer dans ces négociations. Alors, pendant cette période d'accalmie, il faut effectivement... Existe-t-il véritablement une société civile en Afrique? Je veux généraliser un peu. Est-ce qu'en Afrique, véritablement, la société civile est pragmatique? La société civile, pour celle qui se veut beaucoup plus indépendante, c'est un peu déjà, j'ai envie de dire, des canaux de communication ou des médias d'information comme les vôtres qui donnaient la parole à d'autres personnes pour pouvoir avoir une approche différente que celle que le gouvernement donne, ou bien celle que les autorités donnent, ou bien celle que les partis prenants donnent. Donc, la société civile, c'est aussi le travail que vous faites. Mais c'est vrai que sur place, il faut une société civile qui soit en mesure de s'affranchir des pressions politiques. Et est-ce que cette société civile, en mesure de s'affranchir des pressions politiques, existe? Est-ce qu'elle est forte? C'est là que on peut rester sceptique. Parce qu'aujourd'hui, la société civile qui existe, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, elle ne prend du galon que dans des circonstances bien précises, dans des situations d'opportunité. Donc, si elle n'est pas organisée. Celle qui s'est vraiment organisée pendant longtemps et qui a réussi à atteindre son but, c'est par exemple la société civile sénégalaise avec les groupes Yanama, qui se sont organisés et qui ont réussi à pousser quelqu'un comme Ouad hors de la compétition, hors du champ politique sénégalais. Et la société civile burkinabé a réussi à se découvrir sur le champ de bataille. Vous comprenez, ils se sont, avec le ballet citoyen qui faisait déjà cette campagne, ils se sont découverts à avoir leur capacité de pouvoir résister et de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais en Côte d'Ivoire, on reste encore certainement dans une posture où le gouvernement a encore une main très forte sur tout l'environnement politique et social. Donc, vous n'allez pas avoir de société civile forte. Je rappelle que quelqu'un qui est connu comme le président
des indignés de Côte d'Ivoire est aujourd'hui encore en prison. Donc, peut-être certainement en dehors de tout cadre légal. Donc, vous comprenez qu'il est difficile dans ces cadres, dans ces conditions-là, de voir éclore une société civile qui soit plus hargneuse, qui soit plus structurée, où on pense que, encore une fois, je l'ai dit, on a affaire à une armée qui est éparpillée, qui a certainement un dysfonctionnement dans sa hiérarchie, un dysfonctionnement dans son système de commandement. Donc vous sortez aujourd'hui même un discours assez dur sur le gouvernement, vous pouvez retrouver des éléments dont vous ne savez même pas l'origine devant vos portes et menaçant votre vie, menaçant la vie de vos familles. Donc c'est un environnement aujourd'hui qui est peu propice à l'éclosion d'une société civile, pour parler de la Côte d'Ivoire en particulier, à l'éclosion d'une société civile qui soit suffisamment contributive. Voilà. Donc vous pensez qu'aujourd'hui l'Ivoirien lambda ne jouit pas d'une liberté d'expression pour ne pas avoir devant sa porte, voilà, toute une armada de gendarmes, policiers, militaires? Mais bien sûr, moi je vous donne, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments qui le montrent. Vous pouvez juste prendre deux cas, ok? Je viens de donner l'exemple de ce président des indignés qui est aujourd'hui encore en prison. Et vous savez aussi, je ne vous raconterai pas l'histoire de quelqu'un comme Tibus Kofi, qui était lui-même proche du gouvernement du régime actuel, qui a voulu se donner des libertés. Résultat, il est lui-même aujourd'hui réfugié. Voilà. Donc, c'est juste un élément pour vous, quelques éléments pour vous dire que ça, c'est certainement des Ivoiriens qui ne sont pas des Ivoiriens lambda, mais c'est clair que dans une situation de souffrance généralisée, les gens n'ont pas peur uniquement pour eux-mêmes, mais ils ont certainement peur aussi pour l'ensemble de leur famille et de tous ceux qui pourraient être affectés par leur prise de position. Donc, c'est difficile dans ces cas-là d'avoir une société civile qui puisse sortir de sa torpeur. Voilà. Alors, docteur, je voudrais vous remercier. Je sais que n'eût été l'intempérie, vous seriez avec nous ici au studio, mais on a préféré faire cette émission au téléphone, le temps de vous inviter pour que vous veniez vous asseoir avec nous pour discuter en long et en large de tous ces propos. La régie me fait dire qu'il nous reste 3 minutes. Donc, votre dernier mot par rapport au sujet de ce soir, l'impact des différentes mutineries en Côte d'Ivoire sur la société. Votre dernier mot, docteur? Alors, ce que je voudrais dire, c'est juste prendre au mot le président de la République lui-même. Le jour où il a donné son accord pour satisfaire les revendications des militaires, il a dit qu'il n'aimait pas cette façon pour ces militaires-là de revendiquer, parce que l'impact, il est connu. L'impact, il est à la fois économique, il est à la fois social. C'est la mauvaise image que cette mutinerie donne. Mais moi, je dis, au-delà de cette mauvaise image, en réalité, okay, ces mutineries montrent, si vous voulez, la vraie façade de la situation en Côte d'Ivoire. Donc, tout le mirage qu'on nous présente d'une Côte d'Ivoire retrouvée dans la paix, d'une Côte d'Ivoire en train de se développer, d'une Côte d'Ivoire qui va vers l'émergence, je pense que cette crise de mutinerie démontre comment l'institution militaire est elle-même gangrénée par l'indiscipline et par le manque de professionnalisme qui affecte l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la société ivoirienne. Donc les Ivoiriens encore une fois, sont dans la peur parce que c'est la colonne vertébrale de la souveraineté d'une nation, c'est son armée. Et si cette armée évolue dans l'indiscipline, comme ce que nous constatons, tire à tout moment quand il veut le revendiquer, alors on se dit, on n'a plus cette assurance touristique qui était cette arme. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les populations vivent certainement en termes d'impact, certainement dans la peur, dans l'incertitude et dans la psychose. Parce que, encore une fois, je le dis, les satisfactions ne sont pas faites. Et puis, une fois que ces satisfactions sont faites, qu'est-ce qu'on va attendre des autres corps de métier? Tous les autres corps de métier, je crois que vous les avez cités en début d'émission, vont certainement peut aussi rentrer dans la danse et revendiquer. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui
au président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble des autorités, à prendre véritablement les mesures qu'il faut. Et c'est pas, en tout cas, les dernières mesures que je vois ne sont pas celles que moi j'aurais certainement espérées. Donc, encore une fois, on continuera de vivre encore pour quelques temps encore cette incertitude. Voilà. Donc, tout développement économique a besoin d'être protégé par une institution armée républicaine nationale. Or, ce n'est pas pour l'instant ce que nous voyons. Donc, on a des raisons de s'inquiéter pour les années à venir. Voilà. Donc, on a aussi des raisons de vous inviter pour d'autres émissions pour élucider davantage cette situation. Merci bien, Dr Babo. Je voudrais encore une fois de plus saluer notre ami commun, Jean-Christ Ambla, depuis la Suisse. Voilà, merci bien, Dr Babo, et puis on prendra rendez-vous pour la prochaine fois. Ok, à très bientôt. Merci, docteur. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.